Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui pourrait servir de scénario à un film pour Jean Gabin. Un Jean Gabin en vieux paysan toscan qui s'appellerait Giuseppe Battistini et qui aurait eu 2 fils. Le fils aîné s'appelait Silvano. C'était un garçon sec, robuste, au visage osseux et simple. En 1952, il en eut assez de l'existence terne et dure dans les collines. Il embrassa son père et sa mère et s'embarqua pour l'Australie. Si j'ai de la chance, je vous appellerai. Sinon, je vous enverrai ce que je pourrai de temps en temps. Il faut que je fasse ma vie et que je pense aussi à mon petit frère Pietro. 4 ans plus tard, Silvano donne de bonnes nouvelles. Il gagne bien sa vie comme chauffeur de camion et il a rencontré une fille, Luisa De Jono, et il va peut-être l'épouser. Hélas, une autre lettre sèche et officielle, celle-là, parvient peu après au village. Elle annonce que Silvano a disparu. Sans doute est-il mort. Un mystère entoure sa fin. Le dossier de ce que l'on appellera l'affaire Jono-Battistini est ouvert. Il est ouvert mais bien maigre. Le corps de Silvano n'a jamais été retrouvé, Luisa De Jono ne peut donner aucun renseignement. En Toscane, le vieux père Giuseppe et le jeune frère discutent interminablement. L'un et l'autre sentent que derrière les communiqués laconiques de l'ambassade et de la police internationale, il y a une sombre histoire. Ils pensent que leur devoir est de la découvrir. Alors Pietro, le jeune frère, trouve à s'embaucher là-bas et part à son tour. Il entre dans la communauté fermée et hostile des Italiens de la petite ville australienne où son frère s'était fixé. Il prend contact prudemment avec les parents de Luisa De Jono, les amis et les camarades de Silvano. Mais son histoire s'achève tragiquement. On découvre un jour son cadavre dans le port de McDonald. C'est là que le dossier de l'affaire Jono-Battistini va mériter d'être choisi par Jacques-Antoine pour figurer parmi les dossiers extraordinaires de la police. Mais pour une raison tout à fait inattendue. C'est que ce dossier, une fois ouvert, ce n'est pas la police qui va le refermer, mais le vieux père Giuseppe Battistini, et vous allez le voir de quelle manière. Donc, chers amis, les 2 fils Battistini sont morts en Australie, le premier alors qu'il tentait avec succès d'y faire sa vie, le second alors qu'il cherchait à connaître le secret de la disparition du premier. Bien sûr, l'ambassade d'Italie en Australie, stimulée par le vieux Battistini, harcèle la police australienne, mais les indices sont maigres. En ce qui concerne le premier fils, Silvano, elle retrouve, bien entendu, la plupart des gens qu'il a connus, notamment les membres de la petite colonie italienne de McDonald, mais se heurte à une véritable conspiration du silence. Le corps de Silvano ne sera jamais découvert, et au début de l'affaire, sa mort n'est qu'une supposition. On a découvert un matin sa voiture près d'une plage. La clé de contact y était encore. Dans la boîte à gants, un paquet de cigarettes entamé, les papiers de la voiture et des bricoles sans intérêt. Sur le siège arrière, son imperméable. Impossible d'imaginer qu'il se soit noyé en se baignant, ou qu'il ait été surpris par la marée, car il faisait trop froid pour se baigner, et il est fort douteux qu'il se soit promené sur la plage sans son imperméable, car il pleuvait. Par contre, il se pourrait qu'il ait emmené une autre personne avec lui, et peut-être une femme, car on a trouvé des cendres qui ne provenaient pas des cigarettes de Silvano et un mégot tout près de la voiture qui portait des traces de rouge à lèvres. Enfin, il semble bien qu'une voiture se soit arrêtée quelque temps derrière la voiture de Silvano. On aurait sans doute pu en apprendre beaucoup plus si la pluie et les badauds qui ont rôdé autour de la voiture avant l'arrivée de la police n'avaient pas complètement brouillé les traces des pas dans le sable. En ce qui concerne la mort tragique de Pietro, elle est à la fois beaucoup plus claire, bien que tout aussi mystérieuse. Le corps a été découvert par hasard, une dragueuse suceuse qui aspirait la vase dans le port a révélé sa présence. Il était ficelé comme un saucisson et alourdi de 2 grosses pierres.
L'autopsie a révélé qu'il avait été tué de plusieurs coups de couteau avant d'être immergé. L'assassinat était très récent et on a même pu déterminer le type d'arme dont s'étaient servis les meurtriers, car il semblerait bien qu'il y ait eu au moins 2 assassins d'après la direction et la hauteur des coups qui lui ont été portés. Il s'agit de lames minces et longues, probablement de ces couteaux à cran d'arrêt à la mode sicilienne. Mais je vous l'ai dit, il y a à McDonald's une petite colonie italienne et beaucoup d'autres Italiens dans toute la région. Est-ce par solidarité, est-ce par peur? Peut-être pour les 2 raisons à la fois. Personne ne parle, et bien que la police australienne dispose d'un moyen de contrainte assez puissant, le non-renouvellement des permis de travail, l'enquête piétine. On propose au vieux père Giuseppe Battistini de rapatrier le corps de Pietro, son plus jeune fils. Il refuse. Le rapatriement se ferait à ses frais et le vieux Battistini a besoin d'argent. C'est qu'en effet, tout en pleurant ses 2 fils disparus, pesant un à un les maigres résultats de l'enquête que lui communique l'ambassade, le vieux Giuseppe passe ses longues soirées d'hiver dans sa ferme misérable à préparer minutieusement une expédition en Australie. Vous allez voir, chers amis, que c'est une étonnante histoire. Imaginez ce vieillard de 66 ans, grand, massif, noueux, toujours silencieux, au visage dur. Je vous le redis, en voyant sa photo, on pense à Jean Gabin. Ce sera son premier voyage, non seulement à l'étranger, mais même en dehors de sa province où les 12 collines sont couronnées de bosquets de cyprès. Il a déjà renoncé au cigare toscan, ce redoutable et odorant luxe des pauvres. Il a écourté les séances dans l'auberge du village. Je ne mangerai pas, s'il le faut, pour ramasser l'argent dont j'ai besoin. Je chercherai un bateau, je travaillerai à bord s'il le faut, mais j'irai. Je veux voir en face les gens qui étaient autour de mes fils. Je découvrirai leurs assassins. Une vieille femme, toute ridée, écoute craintivement ces paroles. C'est l'épouse du vieux Giuseppe Battistini. Il ne connaît pas le fin fond de l'histoire, mais il sait que désormais son devoir est net. Puisque les 2 garçons sont morts, il faut qu'il prenne la relève. Qu'il tourne le dos à la maison de toujours au milieu des cyprès. Qu'il s'embarque vers le continent inconnu et qu'il aille, lui, découvrir la vérité et, s'il le faut, venger son sang. Déjà curieusement rassemblés dans un coin de la pièce, 3 éléments que le vieux semble considérer comme indispensables pour cette expédition. Une bicyclette, une paire de bottes, vieux souvenir volé à l'armée allemande, et un mystérieux petit paquet soigneusement enveloppé dans du papier sombre. Au printemps 1958, à la nuit tombante, paraît donc sur la route qui traverse la plaine en direction d'un faubourg de McDonald's en Australie, un vieillard à bicyclette. Un pareil équipage est plutôt exceptionnel dans ce pays et il fait se retourner les rares gens qu'il croise. Cet homme, bien entendu, c'est Battistini. Sur le porte-bagages de sa bicyclette, une grosse valise indique qu'il vient de fort loin. Et son équipement est des plus singuliers, avec son béret délavé, son blouson usé, son pantalon gris rayé comme on porte au mariage, et ses bottes allemandes. Méticuleusement, il appuie sa bicyclette contre le premier mur. Il entre dans la première maison pour en ressortir presque aussitôt et demande en italien aux gens qui le regardent comme une bête curieuse « Luisa Giono ». Où est Luisa Giono? Giuseppe n'est pas arrivé là par hasard. Il a soigneusement épluché les rapports de police et il est convaincu que Luisa De Giono, dont Silvano lui avait parlé dans ses lettres en termes chaleureux, est la cheville de toute l'affaire. D'ailleurs, la police australienne l'a pensé aussi, et si elle a apparemment abandonné cette piste, faute de preuves, elle n'en continue pas moins à exercer sur Luisa et ses proches une surveillance discrète. On peut être à la fois un rustique vieillard et un homme intelligent. Giuseppe, pour ne pas attirer l'attention à son arrivée sur la terre australienne, a déclaré venir en touriste pour 1 mois seulement. Et depuis, il a pris grand soin d'éviter d'entrer en contact avec la police de la région. Luisa De Giono. Où est Luisa De Giono? Répète le vieux Giuseppe. Dans ce faubourg,
Tout le monde ou presque est italien, donc tout le monde a compris. Mais les gens se détournent au lieu de lui répondre. On voit même un jeune homme s'éloigner discrètement, disparaître dans l'ombre en courant vers la maison du vieux et farouche De Jono aîné, frère de cette Louisa que cherche le vieillard. De porte en porte, Giuseppe Battistini, fatigué, misérable, son vélo à la main, cherche la maison de Louisa car elle a déménagé. Mais à chaque porte, c'est un visage fermé, un dos qui se tourne. Autant avoir commerce avec un spectre plutôt qu'avec cet homme-là. Enfin, lorsque la nuit tombe, le vieillard pense avoir trouvé la maison de Louisa. Il frappe à la porte et attend. Louisa semble habiter l'unique étage de cette maison isolée, entretenue dans un état de propreté rigoureuse. Il a parcouru 20 000 kilomètres, traversé en bicyclette un quart de l'Australie. Il a rusé avec tous les douaniers pour passer son mystérieux petit paquet enveloppé de papier sombre. Tout ceci pour enfin frapper à cette porte. Louisa, surprise d'une visite aussi tardive, demande avant d'ouvrir « Qui est là ?» C'est le père de Silvano. Il y a un long silence. Giuseppe frappe encore. Alors, tremblante sans doute, Louisa tourne la poignée de la porte. Mais pendant ce temps, à la sortie de la ville, De Jono aîné, le plus vieux des frères de Jono, propriétaire d'un grand bazar, fait débarrasser la table, sortir sa vieille et l'un de ses vendeurs qui demeure chez lui, puis il décroche le téléphone. Dans un appartement de McDonald's, à 40 km de là, le plus jeune des frères de Jono se lève du fauteuil où il écoutait la radio pour répondre au téléphone. Après avoir entendu quelques mots seulement, il salue sa femme et s'en va. De Jono aîné raccroche aussi. Il est arrivé en Australie bien avant la guerre. Il a fait venir successivement ses deux frères et sa jeune sœur Louisa. Celle-ci, qui est arrivée en 1952, presque en même temps que Silvano, ne s'est pas encore assimilée. Malgré le tablier à fleurs, elle est encore une paysanne italienne pauvre et digne. D'ailleurs, elle parle trop mal l'anglais pour tenir la caisse du bazar de son frère aîné. Elle a 34 ans, et sans être vraiment jolie, elle est encore fraîche et brune, sans un cheveu gris. Le vieux Giuseppe et la jeune femme sont restés quelques instants face à face, puis il est entré dans la maison. Ils n'ont rien osé se dire tout d'abord. Le premier mot vient de Louisa, qui offre une chaise et du café. Pendant ce temps, De Jono aîné attend ses frères, les sourcils froncés, bourrant lentement sa pipe, ramassant de ses gros doigts les bras de tabac qui tombent sur la table, levant le nez vers la fenêtre chaque fois qu'une voiture approche sur la route. Dans la maison de Louisa, le vieux Giuseppe a regardé autour de lui. Un enfant vit dans cette maison, qui peut avoir 5 ou 6 ans, si l'on en croit quelques jouets qui traînent et quelques vêtements qui sèchent. « Vous avez aimé mon fils ?» demande le vieux. Comme la jeune femme hésite à répondre, il répète « Répondez-moi. Je suis sûr que vous l'avez aimé. » Louisa, pâle, presque terrorisée, acquiesce d'un signe de tête. « Est-ce que vous l'aimez encore ?» Louisa répond encore affirmativement d'un signe de tête. Le vieux regarde autour de lui encore une fois. « C'est votre enfant ?» demande-t-il en montrant les vêtements qui sèchent. « Oui, » répond Louisa. « Fille ou garçon ?»« Garçon. » En vérité, tout cela, le vieux Giuseppe le sait par les rapports de police. De même qu'il sait que l'enfant serait né d'un père également italien, maçon à McDonald's, en 1952, aujourd'hui établi à Sydney. Mais il a vu l'homme. Et bien que celui-ci ait confirmé les faits, Giuseppe n'a pas été convaincu. Et voilà pourquoi il a préféré poser les questions lui-même à Louisa. Il voulait savoir comment elle répondrait. « Je peux voir l'enfant ?» Louisa esquisse un geste comme si elle voulait barrer la porte de la chambre. Mais Giuseppe s'approche, décidé à l'écarter. Elle renonce, avec un soupir de résignation. Le vieux entre donc dans la chambre. Mais pendant ce temps, une voiture à toute vitesse saute sur les cailloux et fait siffler ses pneus dans les ornières durcies sur la petite route qui vient de McDonald's.
Le vieux Giuseppe s'est penché sur le lit du petit garçon. Il le regarde longuement et murmure « Silvano ». Quand il se redresse pour regarder Luisa, son visage est encore plus sombre et plus dur. C'est son fils, n'est-ce pas? Luisa fait de la tête des signes de dénégation, mais Giuseppe devine en elle plus que de l'inquiétude, presque de l'affolement. Alors il insiste. « Si, c'est son fils. Je le reconnais bien. Non, non, je vous assure. » Pourquoi Silvano ne vous a pas épousé? Il est parti. Une autre femme? Oui. Alors le vieux s'assoit pesamment sur une chaise. Il a tout compris. Luisa, debout devant lui, se tait quelques secondes puis demande « On vous a vu entrer ici ?»« Oui. »« Alors il faut partir. » Le vieux têtu fait « non » de la tête. « Si, il faut partir, je vous en supplie, partez. Il n'y a plus rien à faire, partez. Vous ne pouvez plus rien changer, alors partez !» Pendant ce temps, dans la rue, où la nuit est maintenant tombée, 3 hommes marchent vers la maison de Luisa. Ce sont les 3 frères de Jono, le plus vieux marche en tête. Le vieux Giuseppe Battistini est toujours assis sur sa chaise. Je vous l'ai dit, il a tout compris. Oh, c'était pas difficile. Son fils s'est mal conduit, c'est sûr. Il a fait un enfant à cette Luisa, puis il est parti. Alors les frères de Jono, chatouilleux sur le terrain de l'honneur, et qu'on lui a dépeint comme des hommes farouches, sinon des brutes, l'ont tué. Pour détourner les soupçons de la police, ils ont supprimé le mobile de l'assassinat en payant ce maçon italien pour qu'il se déclare être le père de l'enfant. Lorsque Pietro est venu en Australie, il a bien fallu le tuer aussi lorsqu'il découvrit la vérité. Maintenant, ce devrait être le tour de Giuseppe. C'est sans doute pour cela que la pauvre Luisa répète « Je vous en supplie, partez !» Le vieux qui tourne le dos à la porte répond toujours « non » de la tête. Alors la porte s'ouvre. Les 3 frères de Jono pénètrent en silence pour la refermer derrière eux. Luisa voit ses frères avec des yeux agrandis d'épouvante et sans dire un mot d'un mouvement imperceptible de la tête, elle fait comprendre au vieux Giuseppe le danger qui le menace. Puis, elle le prend par le bras et le force à se lever pour le conduire à la porte. Mais les 3 frères de Jono s'interposent. Giuseppe Battistini, debout, ne bouge pas. Luisa demande à ses frères de sortir. Mais ceux-ci se sont concertés, ils savaient qu'elle essaierait d'intervenir. Ils pensent que c'est de la faiblesse, que ce n'est qu'une femme, et qu'il faut agir malgré elle. C'est grâce au compte-rendu du retentissant procès qui suivit et aux journaux de l'époque que nous avons pu reconstituer les éléments de cette affaire. Nous laissons donc aux journalistes la responsabilité du dialogue mélodramatique qui, selon eux, s'instaure entre Luisa, la pauvre femme paisible et digne, devenue subitement méconnaissable, écarlate, les yeux durs, la voix sourde, et les 3 frères de Jono. « Laissez-le, dit-elle, je vous hais. »« Ce sont des chiens, dit le plus jeune des frères de Jono. « Et vous êtes des loups, répond Luisa. »« On ne peut pas faire autrement, répond l'autre jeune frère de Jono. Puis, furieux à son tour, de Jono aîné intime à Luisa l'ordre de se taire, en lui rappelant que c'est le seul droit qui lui reste. C'était le devoir des hommes de venger son honneur, et maintenant, c'est leur devoir de préserver l'avenir de la famille par tous les moyens, comme c'est son devoir à elle d'élever son enfant. Mais, pour que cet enfant, justement, ne soit pas témoin de ce qui va se passer, le vieux fait ouvrir par le plus jeune des 3 frères la porte de la cave, et l'on jette sur les marches le vieux Giuseppe Battistini, qui n'a même pas esquissé un geste de défense. La porte s'est refermée sur Giuseppe qui se relève faiblement dans l'obscurité sur les marches de l'escalier. Au moment où il tombait, il a entendu crier Luisa et comprend qu'elle se jetait sur l'un de ses frères. Mais maintenant que la porte s'est refermée, il n'entend plus que les éclats confus d'une violente discussion. Sans doute, les 3 hommes essaient-ils de convaincre leur sœur, à moins qu'ils ne tiennent une sorte de conseil, ou qu'ils éloignent l'enfant qui a dû se réveiller. Le vieux descend les marches et va s'asseoir sur une caisse. Soudain, il entend un bruit étrange. Dans la nuit,
Sur sa droite, il devine un soupirail. Et devant ce soupirail, on jette des fagots et des pelletées de terre pour l'obstruer. Pour étouffer ses cris, sans doute. Aucun doute. Ces hommes sont décidés à lui faire payer de sa vie le crime de son fils et sa curiosité à lui. Alors le vieux met la main dans une poche intérieure et sort le petit paquet de papier sombre. Soudain, la lumière s'allume. La clé tourne dans la serrure. La porte de la cave s'ouvre en raclant le sol. Le vieux voit d'abord l'ombre de leurs jambes bouger sur le mur blanchi à la chaux. Puis, ses jambes s'agitent, font bientôt un petit balai sur les marches de l'escalier. Enfin, précédant ses deux frères, le vieux Dejono apparaît tout entier, la tête baissée pour passer sous la voûte. Giuseppe Battistini, qui recule jusqu'au mur, semble arracher quelque chose à l'objet sorti du papier sombre qu'on distingue mal dans l'obscurité. Les trois hommes sont maintenant groupés au bas des marches. Le vieux Dejono s'est figé en voyant Battistini. Puis, il a un geste de recul, mais ses frères, derrière lui, n'ont pas tout de suite compris et lui barrent involontairement la route. Quand ils veulent s'enfuir, il est trop tard. Le vieux Battistini a lancé sa grenade, et comme il l'a tenue en main jusqu'à la dernière seconde, elle explose dans l'escalier avant d'avoir touché les marches. Lorsque la fumée est dissipée, Giuseppe Battistini quitte le fond de la cave, passe devant le vieux Dejono inerte, et monte les marches, sans même jeter un regard sur les deux frères blessés qui le regardent passer avec des yeux agrandis de stupeur. Giuseppe ayant succombé à un cancer pendant sa détention préventive, il n'y aura qu'un procès d'assises, encore n'aura-t-il pas le retentissement qu'on pouvait en attendre, car il y manquera les deux vedettes, Dejono aîné étant mort sur les marches de l'escalier de la cave. Luisa Dejono, d'abord inquiétée pour complicité et non-dénonciation d'assassinat, fera l'objet d'un non-lieu grâce aux déclarations que fera Giuseppe avant de mourir et aux témoignages de ses frères qui permirent d'établir que Dejono aîné avait exercé sur elle une terrifiante contrainte. Quant aux deux frères Dejono, après avoir avoué leur participation au crime, ils essayèrent par la suite de se décharger le plus possible sur leur aîné, mais on saura par eux comment est mort Silvano. Ils réussirent à convaincre Luisa de l'emmener auprès de cette plage. Là, ils le tuèrent et l'emmenèrent dans la malle arrière de leur voiture jusqu'à une falaise où ils le jetèrent à la mer. On ne retrouva jamais le corps, sans doute les requins se chargèrent-ils de le faire disparaître. Leurs avocats n'auront aucune peine à obtenir les circonstances atténuantes en démontrant d'abord qu'ils étaient deux êtres faibles complètement dominés par la terrible personnalité de Dejono aîné. Il y eut ensuite des couplets délirants sur le code de l'honneur propre à certaines populations de l'Italie du Sud qui constituent en soi une loi très ancienne qu'il est difficile pour des gens d'intelligence médiocre de concilier avec nos lois modernes. Mais le plus émouvant de cette histoire, c'est que Luisa, fâchée avec ses frères, vit maintenant en Italie, dans le village même de Giuseppe Battistini, car c'est auprès de la vieille Madame Battistini qu'elle choisit d'élever son fils, qui, ainsi, faute d'avoir un père, eut au moins une grand-mère. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Monsieur Brown, au 10 Rillington Place, dans une vieille maison dernière d'une rangée grise, dans une impasse sale du quartier ouest de Londres, un seau plein de lessive d'une main, la serpillière de l'autre, a entrepris de nettoyer la cuisine. Il est nouveau locataire de cet appartement du rez-de-chaussée et sa femme n'a pas voulu se charger de cette besogne car elle ne supporte pas l'odeur due sans doute aux années de crasse accumulées dans les coins et les recoins du lino et du papier peint. Tiens, ça sonne le creux. Tiens, dommage de perdre cette place. On pourrait peut-être utiliser ce creux pour en faire un placard. Monsieur Brown déchire le vieux papier, arrache une planche branlante et se trouve devant un cadavre roulé dans une couverture. Que feriez-vous à sa place? D'abord, vous sentiriez vos cheveux se dresser sur votre tête. Eh bien, c'est bien ce qui lui arrive. Vous laisseriez tomber le seau de lessive et la serpillière. C'est bien ce qu'il fait. Vous iriez prévenir la police. Il y court. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Griffin de Scotland Yard arrive. Et sans doute moins impressionné, en tout cas plus curieux que M. Brown. Il farfouille plus profondément dans le placard et découvre, roulés dans des couvertures, 2 autres cadavres. Pendant qu'ils y sont, les policiers arrachent le lino du sol, car le parquet leur a semblé instable, et pour cause, les lames sont déclouées. Ils les soulèvent, et se trouvent nez à nez, si j'ose ainsi m'exprimer, avec un 4e cadavre. Oh, c'est assez pour aujourd'hui, hein. Bon, en effet, les policiers ont fait du beau travail, puisqu'ils viennent d'ouvrir l'un des plus extraordinaires dossiers de la police, celui de la fantastique affaire Christie Evans, qui allait déterminer les Anglais à abolir la peine de mort. Il est probable d'ailleurs que si une affaire semblable s'était déroulée en France, nous aurions pris la même décision que les Anglais. Mais ce sera à vous d'en juger lorsque vous aurez entendu l'histoire dont Jacques-Antoine a réuni les éléments. Donc, le 25 mars 1953, on découvre 4 cadavres cachés dans la cuisine de l'appartement du rez-de-chaussée 10 Rillington Place. C'est déjà pas mal pour une première journée de travail. Et les policiers font le point. Les 4 femmes, au fait j'ai omis ce détail, il s'agit de corps de femmes, ne sont habillées que de leurs sous-vêtements. Elles ont toutes été roulées dans une couverture, toutes les 4 étranglées, les 3 du placard avec une cordelette et celle qu'on a trouvée sous le parquet avec un bas. Les 3 premières auraient été tuées il y a quelques semaines et la 4e il y a quelques mois. Étant donné leur état, l'identification ne pourra se faire qu'en comparant les empreintes digitales avec celles de toutes les femmes portées disparues cette dernière année. Évidemment, on recherche l'ancien locataire, cet homme qui s'appelle Christie, est parti la semaine dernière avec une valise et son chien en déclarant qu'il allait rejoindre sa femme, partie depuis Noël, s'installer à Birmingham chez sa sœur. Il avait l'intention de chercher du travail dans cette ville. Christie n'est pas totalement inconnu de la police, car il a fait l'objet de plusieurs condamnations, vols, faux et même coups et blessures. Il a frappé une femme avec un bâton de cricket, ce qui ne l'a pas empêché d'entrer dans la police pendant la guerre. Dernièrement, il était employé dans une maison de transport routier, mais il s'occupait également de photographie. On le voyait dans les banquets et les réunions de famille avec son appareil. Mais ce n'est pas tout. Le 10, Rillington Place, est un endroit déjà célèbre. Dans le quartier, on l'appelle la maison du crime. En effet, 4 ans plus tôt, on y avait arrêté Timothy Evans, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et son bébé de 14 mois. Et tenez-vous bien, Christie fut le principal témoin à charge dans le procès de Timothy Evans, qui fut bel et bien pendu en janvier 1950. Inutile de vous dire que l'inspecteur Griffin se prend la tête à 2 mains. Il doit se demander pourquoi on lui fait ça à lui. Ça aurait pu tout aussi bien tomber sur un autre inspecteur. Il a fallu que ce soit lui.
Pour commencer, 2 mesures s'imposent. Rechercher Christie et à tout hasard, continuer à chercher des fois qu'il y ait d'autres cadavres. Ah, je sais ce que vous pensez, il exagère. Bien, je n'exagère pas. Je ne fais que raconter les faits. Les policiers sondent les murs et descendent dans le jardin, la pelle et la pioche à la main. 26 mars 1953, Scotland Yard diffuse le signalement de Christie, près de 2 mètres, mince et élégant, cheveux noirs avec début de calvitie, lunettes en écaille. La dernière fois qu'il a été aperçu, il était vêtu d'un complet bleu marine en tweed, d'un imperméable à ceinture, d'un feutre nègre et de chaussures jaunes. Le cadavre trouvé sous le plancher serait celui de sa femme, Ethel Christie. Dans le jardin, les fouilles continuent. 27 mars 1953, John Christie introuvable. Pourtant, la presse a diffusé la photographie de ce quinquagénaire poli tiré à 4 épingles, que ses voisins considéraient comme un homme tranquille, souvent sans travail, mais ne paraissant jamais à court d'argent. Explication, Christie et sa femme auraient pratiqué des avortements. Dans ce cas, les cadavres pourraient peut-être être ceux de clientes gravement accidentées à la suite de l'opération. Mais cela n'expliquerait pas la mort de sa femme, Ethel Christie, qui remonte à environ 4 mois. Les 3 autres femmes seraient mortes depuis cette date, chacune à 1 mois d'intervalle. 28 mars 1953, Christie toujours introuvable. On a identifié les 4 premiers cadavres. L'un est bien celui de la femme de Christie, Ethel Christie, âgée de 45 ans. Les autres se connaissaient. Toutes les 3 sont venues poser pour des photos de nus. Mais c'est peut-être le prétexte dont elles se sont servies pour cacher leur avortement. Ce n'est pas tout. Scotland Yard vient de découvrir un squelette et un crâne calciné enfermés dans une boîte à ordures et enterrés dans le jardin. Il s'agit d'une femme d'environ 30 ans et dont la mort remonte à environ 4 ans. Puis, à 3 mètres de profondeur, on déterre de nouveaux ossements dont un fémur, un tibia presque entier ainsi que des lambeaux de vêtements féminins. Il semblerait donc qu'il y ait eu 2 séries de meurtres dont les derniers seraient de plus en plus rapprochés. Cela semble indiquer un désir sadique de tuer qui devient plus fréquent et incontrôlable. Scotland Yard donne l'ordre de faire évacuer tous les locataires de l'immeuble et de le démanteler planche par planche, brique par brique. Christie, toujours introuvable. Mais l'horreur provoquée par la découverte des 6 cadavres crée un sentiment d'inquiétude. Scotland Yard, sortant de sa réserve habituelle, demande à la presse de publier des avis de recherche concernant Christie, qui risque de tuer encore avant la fin du mois. Au 10, Wellington Place, les fouilles continuent. 1er avril 1953, 6 heures du matin, un journalier qui connaît Christie de vue se précipite au commissariat de police de Notting Hill. Il déclare l'avoir vue à l'arrière d'une camionnette. Lorsque la police arrive, la camionnette est vide. 2 heures plus tard, un homme, hagard et barbu, est accoudé au parapet du quai de la Tamise près du pont de Putney. Par cette matinée printanière, il regarde avec mélancolie des dockers décharger une péniche. Le constable Thomas Ledgert, 43 ans, 2,06 m de haut, accomplit sa ronde habituelle. Il aperçoit l'homme, à tout hasard il sort la photo de Christie et croit le reconnaître. Il est 9h10. Le constable s'approche de l'homme. « Êtes-vous John Christie ?» L'homme tourne vers lui un regard las et presque hébété. « Êtes-vous John Christie ?» L'homme bredouille des mots sans suite, incompréhensibles. La loi anglaise interdisant qu'on arrête un homme si l'on n'est pas muni d'un mandat nominal, le constable demande « Acceptez-vous de m'accompagner au commissariat ?» Oui. 2 autres policemen ont rejoint Thomas Ledgert dans une voiture de service. L'un d'eux demande à Christie d'enlever son chapeau. Tous 3 constatent la calvitie partielle que précise le signalement. Arrivé au commissariat de Putney, John Christie demande un verre d'eau. Il est manifestement épuisé, traqué. Sans doute n'a-t-il rien mangé depuis plusieurs jours. Alors les policiers, avec des précautions de mère de famille, font infuser le thé. Et bientôt, dans le commissariat se répand une bonne odeur de bacon en train de frire. Tant et si bien que quelques instants plus tard, réconforté, John Christie retrouve ses forces et jette autour de lui un œil martial. Déjà, il y a 300 personnes, surtout des femmes, qui se pressent devant le commissariat tandis que l'inspecteur-chef Griffin vient le chercher. Quelques heures plus tard, John Christie est inculpé du meurtre de sa femme, car en Angleterre, on ne peut être accusé que d'un meurtre à la fois. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'inspecteur Griffin fait ouf, mais derrière lui, tout Scotland Yard fait ouf, et toute l'Angleterre fait ouf. Seulement, en même temps, toute l'Angleterre essaie de se cacher une terrible vérité. Cette vérité, qu'elle ne pourra se dissimuler longtemps cependant,
Elle essaie de se la cacher toute la journée du 2 avril 1953. Ce jour-là, une première audience a lieu qui dure à peine 5 minutes devant le tribunal de première instance du district ouest de Londres. John Christie, qui semble retomber dans un état de dépression physique, est conduit à l'infirmerie de la prison de Brighton. Il ne nie ni n'avoue rien. Il ne prononce pas un seul mot. Les spécialistes, pendant ce temps, reconstituent avec du fil de fer des squelettes en partant des ossements trouvés dans le jardin. Ils ont recouvert ces squelettes de plâtre, et le plâtre d'un plastique qui simule la peau de façon à donner à l'ensemble une apparence humaine, et les mensurations sont communiquées à la police pour identification. À ce point de l'enquête, comme Christie s'obstine à nier toute participation au meurtre de ces 6 femmes, 3 questions se posent. Première question, Christie a-t-il tué ces femmes poussées par un désir sadique ou pour dissimuler la preuve de tentative d'avortement manquée? Deuxième question, est-elle Christie, sa femme, qui pratiquait avec lui des avortements, était-elle sa complice lors des 2 premiers assassinats, et dans ce cas, pourquoi l'a-t-il tuée? Mais surtout, il y a une 3e question, autrement plus importante, mais que l'on refuse encore de se poser ce 2 avril, comme on refusera le 3 avril, mais le 4 avril 1953, l'affaire éclate, il le fallait bien. En effet, le 4 avril, ce dont toute la presse anglaise parle, ce n'est pas de la découverte de nouveaux ossements dans le jardin. Ce n'est pas de la déclaration des inspecteurs qui s'attendent à en trouver également dans le jardin voisin, mais de l'affaire Evans. Car, je vous le rappelle, au 10 Rillington Place, il y a 4 ans, on a arrêté Timothy Evans, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et son bébé de 14 mois. Christie fut le principal témoin à charge dans le procès de Timothy Evans, qui fut bel et bien pendu en janvier 1950. Et aujourd'hui, toute l'Angleterre horrifiée rouvre le dossier Evans, atterré à l'idée que celui-ci a peut-être été victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Voyons les faits. 1er décembre 1949, Evans se rend au poste de police. « J'ai tué ma femme, déclare-t-il, elle était querelleuse, elle ne m'accordait aucun répit, je l'ai jetée dans la fosse septique de ma maison. Si vous vous rendez au 10 Rillington Place, vous trouverez la fosse dans le jardin. » Ce jardin d'ailleurs où les squelettes des 2 victimes de Christie ont été retrouvés. Or, le corps de Madame Evans, mais aussi celui de sa fille empaqueté dans les papiers, y sont en effet découverts, 5 fois de suite. Evans confirmera qu'il est le meurtrier de son épouse, mais lorsqu'il comparaît devant la cour criminelle de l'Old Bailey, cet homme, qui ne sait ni lire ni écrire, et qui paraît d'une intelligence limitée, raconte une histoire bien différente. Beryl, ma femme, dit-il, attendait un bébé. Je ne voulais pas de cet enfant qui alourdissait nos charges. J'en ai parlé à mon voisin, John Christie. Je peux mettre fin à sa grossesse sans aucun danger pour elle, m'a dit Christie. Le 8 novembre, rentrant de mon travail, j'ai trouvé mon voisin dans l'escalier. Votre femme est morte pendant l'opération, me dit Christie. Bizarre histoire. La suite à l'époque parut tout aussi ténébreuse. Evans aida Christie à transporter le cadavre dans l'appartement au-dessous du sien qui était inoccupé. Par la suite, affirme Evans, il ne revit jamais le corps de sa femme. Son voisin, après avoir été reconnaissant de ne rien dire au sujet du drame qui venait de se produire, lui proposa de confier son bébé à des amis. 2 jours plus tard, le 10 novembre, en rentrant chez lui le soir, Evans apprit par Christie que ses amis étaient venus chercher le bébé et qu'il se trouvait en lieu sûr et bien soigné. Il n'apprit la mort de l'enfant que lorsque la police retrouva son petit cadavre avec celui de sa mère. Evans affirme qu'il n'a avoué son crime au poste de police que pour protéger Christie, qui s'était mis dans une situation difficile afin de lui venir en aide. À l'époque, le récit fait par Evans paraît invraisemblable. On ne peut pas croire qu'il ne se soit pas inquiété de savoir ce qu'était devenu le corps de sa femme et qu'il n'ait pas demandé où son bébé avait été emmené. Christie est le témoin essentiel du procès Evans. Interrogé par l'avocat de la défense, Christie réfute toutes les accusations portées contre lui par Evans et les témoignages médicaux lui donnent raison. On ne constate en effet aucune tentative d'avortement sur le cadavre de Madame Evans, qui est morte étranglée avec une cordelette. Aujourd'hui,
En se rappelant les faits, la police, les magistrats qui ont condamné Evans réalisent que ce qui paraissait invraisemblable au moment du procès devient tout à fait plausible maintenant que l'on connaît Christie. Celui-ci peut parfaitement avoir tué la femme d'Evans en expliquant son crime par un avortement raté. Il y a de quoi secouer un pays tout entier, et l'Angleterre tout entière est secouée. Je ne vous raconterai évidemment pas en détail la suite de l'enquête, nous verrons simplement 2 points. Premier point, Christie doit-il être considéré comme fou ou comme responsable, et dans ce cas être pendu? Deuxième point, en exécutant Evans, l'Angleterre a-t-elle pendu un innocent? Voyons le premier point. Je vous rappelle qu'en Angleterre, on ne peut être accusé que d'un meurtre à la fois. Christie est donc accusé du meurtre de sa femme parce que c'est le plus difficile à expliquer par une folie sadique. On peut en effet trouver bien des raisons pour qu'un homme tue sa femme. L'avocat de la défense veut donc prouver qu'il a tué beaucoup de femmes avant et après, et que le meurtre de sa femme est donc à placer dans un contexte de folie comme les autres. Aussi, bien qu'il ait nié pendant plusieurs semaines, Christie avoue maintenant le plus de meurtres possible. « Christie est fou, dit l'avocat au juré. Je plaide la non-responsabilité mentale de mon client. » Puis il fait valoir que Christie a été gazé pendant la guerre de 14, qu'il est resté aveugle pendant 6 mois et d'une santé précaire, qu'il a déjà été plusieurs fois condamné, et enfin, qu'il n'était pas sensible à l'odeur de cadavre qui pourtant faisait fuir tout le monde. Lorsque Christie marche lentement vers la barre des témoins pour la première fois, il lance un regard furtif vers les jurés et sort son mouchoir. Pour essuyer ses larmes, disent les uns, pour se moucher tout simplement, disent les autres. Il ne fait aucun doute que Christie est ému lorsqu'il commence le récit de sa terrifiante histoire. Et son avocat montre une habileté extraordinaire pour faire ressortir l'état mental de son client. « Christie, combien de femmes avez-vous tué ?»« Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. »« Comment ? Vous ne vous en souvenez plus ?» s'exclame l'avocat. « Parfois, je sens quelque chose. Je ne peux plus m'en défaire. » Puis, d'une voix basse et timide, clignant des yeux derrière ses lunettes, Christie, l'homme tranquille, le petit employé d'une entreprise de transport, révèle qu'il tua pour la première fois il y a 10 ans. La première des 7 victimes, ce fut la petite Autrichienne Margaret Friesel, dont on retrouva le squelette dans le jardin macabre. « J'ai rencontré Margaret, dit Christie, lorsque j'étais dans la police en 1943. Elle vint me rendre visite 2 fois. Que lui avez-vous fait durant la 2e visite ? Je l'ai étranglée. Je crois que c'était avec un bas. Deuxième victime, Miss Muriel Heredia de Putney, dont on découvre également le squelette dans le jardin. Christie précise qu'il la rencontra en 1944. Il asphyxia d'abord la malheureuse au gaz avant de l'étrangler. Christie, demande l'avocat, entre 1944 et 1949, avez-vous tué d'autres femmes ? Peut-être, dit Christie, le regard fixé sur l'avocat. Je ne me rappelle plus. La 3e victime ? C'est un coup de théâtre. Christie avoue que c'est Madame Evans. Mais si Christie admet qu'il a tué Madame Evans, il se défend d'avoir tué le bébé. Le 7 novembre, dit Christie, je sens une odeur de gaz dans la maison. Je monte chez Madame Evans et la découvre allongée par terre. Le robinet de gaz est ouvert. J'ouvre la fenêtre, je l'aide à se relever et lui donne un verre d'eau. Madame Evans me supplie de ne rien dire à personne. Je fais du thé et nous en buvons tous les deux. Le lendemain, Madame Evans vient me trouver. Elle me dit qu'elle est lasse de vivre, mais qu'elle n'a pas le courage de se tuer. Elle me demande de la tuer. Alors je l'ai étranglée, je crois avec un bas, pendant que ma femme faisait la cuisine à l'étage en dessous. Incroyable. 4e victime, Madame Christie, sa femme. Il était 8 heures du soir en décembre, dit Christie. Ma femme, qui était souffrante, me réveilla. Elle semblait convulsée. Je ne pouvais pas la voir souffrir ainsi. Je pris un bas et le serrai autour de son cou. Christie raconte aussi comment il a tué les 3 autres femmes, mais je vous ferai grâce de son récit. Sachez simplement que le motif réel de ces crimes ne fait aucun doute, car Christie avait des rapports sexuels avec ses victimes avant et après l'étranglement. Évidemment,
Il y a, comme dans tous les procès, même les plus macabres, quelques moments comiques. Par exemple, quand Christie explique qu'en faisant du jardinage, il déterrait souvent par mégarde un crâne ou un tibia. Quand Christie explique qu'il a placé le cadavre de sa femme sous le plancher pour ne pas en être séparé. Évidemment, de tout cela, il ressort que Christie est pour le moins anormal. Alors va-t-il être condamné à la pendaison? La loi anglaise n'admet l'irresponsabilité que si l'accusé est inconscient d'enfreindre la loi au moment où il accomplit son crime. Là-dessus, comme les psychiatres ne sont pas d'accord, l'accusateur fait valoir que puisque Christie cachait les cadavres dès le crime accompli, c'est qu'il avait conscience de violer la loi, donc il est coupable. Et il obtient la condamnation de Christie pour le meurtre de sa femme. Le dossier de police de ces autres meurtres sera clos avec la mention « meurtrier présumé Christie ». Mais Christie sera-t-il pendu? On peut dire que c'est à ce moment que l'affaire Christie Evans prend toute son ampleur, et c'est là que nous abordons le deuxième point. Evans a-t-il été la victime d'une erreur judiciaire? Rappelons que la loi anglaise, voulant qu'on ne soit accusé que d'un meurtre à la fois, Evans fut accusé et condamné pour le meurtre de sa petite-fille Géraldine. Pendant le procès de Christie, l'accusateur public, l'avocat, le président se sont efforcés de faire préciser à celui-ci que s'il avait tué Madame Evans, il n'avait pas tué la petite fille. Donc Evans était bien coupable, et les magistrats ont pu proclamer avec soulagement qu'aucun innocent n'avait été condamné par erreur. Mais l'opinion publique n'est pas convaincue du tout. Les travaillistes déposent un projet de loi contre la peine de mort. Christie refuse de faire appel. Christie doit être pendu le 15 juillet à 8 heures du matin. Le ministre de l'Intérieur travailliste estime n'avoir aucune raison de le gracier. Le député de la circonscription de Christie demande que la sentence soit remise. Tous les députés hostiles à la peine de mort essaient d'obtenir le sursis. Les socialistes aussi, de même que la mère d'Evans, qui espère un témoignage de Christie permettant de sauver l'honneur de son fils. Mais celui-ci est pendu le 15 juillet. Certains trouvent que le gouvernement fait preuve d'une hâte indécente, dans le but, non de trouver la vérité, mais de donner aux exécuteurs d'Evans justification de leur acte. 2 ans plus tard, M. Cutterhead, le ministre de l'Intérieur qui a fait exécuter Evans, monte à la tribune de la Chambre au cours d'un débat sur l'abolition de la peine de mort. Il reconnaît l'innocence d'Evans. Selon lui, l'application de la peine de mort eut pour résultat dans cette affaire une première fois l'exécution d'un innocent et une deuxième fois celle du témoin qui pouvait le disculper. C'est trop, et la peine de mort est abolie. 11 juin 1961, parution d'un livre qui, point par point, disculpe Evans et déclenche un grand mouvement en faveur de la réhabilitation. 19 octobre 1966, soit 16 ans après l'exécution d'Evans, l'affaire est close juridiquement et il est admis qu'Evans n'a pas tué sa petite fille. La reine Élisabeth accorde le pardon. Mais comme, par contre, le rapport de la contre-enquête laisse entendre qu'il aurait probablement étranglé sa femme, on peut dire que ce fantastique dossier de la police se termine par une magistrale queue de poisson. Une seule chose est certaine, la peine de mort en Angleterre n'y a pas survécu, et à notre avis, les Anglais ont eu bien raison. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le petit livreur monte gaiement les marches du pavillon des Lancelins. Il connaît bien le numéro 6 de la rue Bruyère.
Une fois par semaine, il vient livrer une pièce de viande, un rôti bien lardé, bien ficelé, au domicile de l'ancien avoué Lancelin qui vit avec sa femme et sa fille dans ce quartier chic du Mans. Au passage, le garçon boucher tire sur la queue du chat tigré qui miaule désespérément à la porte. Le chat sursaute et s'enfuit, le poil hérissé de colère. Du massif de fleurs où il s'est réfugié, il observe le gamin qui tire sur la sonnette en sifflotant. Il guette le chat, il sait que la porte va s'ouvrir et qu'il pourra bondir dans les jambes de la bonne et filer au coin de la cheminée du salon, se réchauffer les pattes. On est en février, il fait un froid dur et sec avec des relents de neige qui glacent ses moustaches. La porte tarde à s'ouvrir. Le gamin sonne de nouveau. Assez curieux, d'habitude, la cuisinière, le voyant arriver par la fenêtre, lui ouvre la porte, parfois, avant qu'il ait sonné. Elle est peut-être sortie, mais il y a la femme de chambre. Il tambourine à la porte sans résultat. Que faire? Il est 6 heures passées et il n'a pas fini sa tournée. Le chat l'observe toujours. Impossible de laisser le rôti, même sur l'appui de la fenêtre. Sans conviction, le gamin sonne une dernière fois. Décidément, il n'y a personne. Tant pis, les Lancelins ne mangeront pas de rôti demain. Et le petit livreur saute sur sa bicyclette et disparaît à grands coups de pédale. Le chat regarde toujours la porte. Il a toujours le poil hérissé. En y regardant de plus près, le chat comme la maison ont un air bizarre. Il y a de ces sortes d'immobilité et de silence qui sentent le drame. Mais il faut pour les remarquer ne pas être aussi pressé qu'un garçon livreur de 15 ans qui veut finir sa tournée. Derrière cette porte close, il y a des pièces confortables. Une cheminée éclaire le petit salon, où M. Lancelin a l'habitude de fumer son cigare après le dîner. Pour l'instant, il est à son cercle. L'intérieur semble désert. Aucune lumière. Et pourtant, 4 personnes l'occupent en ce moment. 4 femmes. 2 d'entre elles sont mortes. Les 2 autres se terrent dans une minuscule chambre de bonne, à l'extrémité d'un lit étroit. Leurs yeux sont hagards, leur souffle précipité. Elles se serrent l'une contre l'autre, terrorisées, car, un médecin légiste le dira plus tard, il vient de se commettre ici un crime sans précédent dans les annales, commis avec un raffinement de torture que l'on ne trouve que chez les peuples non civilisés. Il est 18 heures. Nous sommes le 2 février 1933. Un vent rigoureux a fermé les volets des maisons de la rue Bruyère. Calfeutrés au chaud près des cheminées ronflantes, les habitants de ce quartier résidentiel du Mans s'apprêtent à passer une tranquille soirée d'hiver. La façade du numéro 6, domicile des Lancelins, est sombre. Les fenêtres des 2 étages ne laissent filtrer aucune lumière, aucun signe de vie. Soudain, une lueur, faible, mouvante. La lumière d'une bougie que l'on promène dans le noir, d'une fenêtre à l'autre, sous les combles. La lumière va, vient, puis disparaît. C'est l'étage des domestiques. Depuis 7 ans, les 2 sœurs Papin, Christine, 28 ans, et Léa, 21 ans, sont au service du ménage Lancelin. Christine est cuisinière, sa sœur femme de chambre. Toutes 2 habitent au dernier étage de la maison, une petite mansarde à côté de la lingerie. C'est là que la bougie se promène, hésitante, projetant sur les murs des ombres gigantesques. Une main tient le bougeoir, celle de Christine, la cuisinière. Et cette main tremble. Dans le noir, à tâtons, la jeune fille traverse la lingerie, louvoyant entre les piles de draps, la table à repasser et les corbeilles de linge. Un instant, la flamme de la bougie éclaire le bas de son visage,
et l'on distingue un menton épais, une lèvre proéminente, au-dessus d'une chemise de nuit. Hésitante, la main cherche l'interrupteur électrique, le trouve, l'actionne. Rien. Les plombs ont sauté, la maison reste dans le noir. Alors, la silhouette de la cuisinière se dirige vers la porte de la petite chambre, l'ouvre et pénètre dans la pièce minuscule. Sur le lit, une autre forme blanche, un autre visage presque identique au premier, celui de Léa, la femme de chambre. À voix basse, Christine interroge sa sœur. « Ça va ?»« J'ai peur, » répond Léa recroquevillée sur le lit étroit. Alors Christine pose le bougeoir sur la petite table de chevet et s'allonge à côté de Léa, la prend dans ses bras et lui parle dans le silence. Christine a toujours eu de l'ascendant sur sa sœur. Depuis sa naissance, elle n'a cessé de s'en occuper. Leurs parents divorcés les ont laissés très tôt au couvent du Bon Pasteur comme des orphelines. À l'âge de 13 ans, l'aînée fut placée comme domestique par sa mère, plus avide d'argent que de tendresse filiale. De place en place, Christine affirma un caractère difficile et dominateur. Instable, elle n'a retrouvé le calme que depuis son arrivée chez les Lancelin, il y a 7 ans. Elle a eu de la chance de pouvoir y faire engager sa jeune sœur, en âge de travailler elle aussi. Une affection étrange les rassemble et les isole du reste du monde. Une affection que Christine semble diriger, dressant, au-delà de la petite chambre des bonnes, une barrière infranchissable que leur patron ne devine même pas. De toute façon, maître et valet dans cette maison bourgeoise vivent en étranger. Leur seul rapport se limite aux ordres des uns et à l'obéissance des autres. Dans la grande maison noire, l'horloge du salon égrène 7 coups métalliques qui résonnent étrangement dans le silence. Au dehors, le vent s'est calmé. Le chat est allé chercher refuge dans la buanderie. À quelques minutes de là, M. Lancelin prend congé de ses amis au Cercle, où il vient de passer l'après-midi. Il est pressé de rejoindre la rue Bruyère, où doivent l'attendre sa femme et sa fille. Ce soir, ils dînent en ville, et il a promis de venir les chercher à 7 heures. À 7h10, il est devant sa porte. Bizarre. Aucune lumière. Elles ne sont peut-être pas rentrées. Quand les femmes vont faire les boutiques, elles oublient l'heure et M. Lancelin n'a pas de clé. Pourvu que les domestiques ne soient pas sortis, leur fenêtre n'est pas éclairée. Il tambourine à la porte, mais sans grand espoir. Là-haut, dans la mansarde, Christine et Léa sursautent. « C'est monsieur !» dit Léa d'une voix étranglée. Christine ordonne « Chut !» Une minute passe. Au dehors, M. Lancelin tire sa montre de son gilet. Bizarre tout de même, le rendez-vous était pour 18h30. C'est lui qui pensait être en retard. Il recule dans la rue, lève les yeux et scrute la façade. Il ne saurait dire pourquoi, mais brutalement, une angoisse étrange le saisit. Et s'il était arrivé quelque chose? Cette fois-ci, il frappe à coups de poing sur la lourde porte de chêne, recule à nouveau et aperçoit tremblotante à l'étage des domestiques la lueur d'une bougie. Il y a donc quelqu'un? Mais ce quelqu'un ne vient pas ouvrir. Alors, un peu affolé, M. Lancelin s'éloigne précipitamment, il va chercher son beau-frère qui les attend pour dîner. Il espère que le pressentiment vague qui l'étreint va se dissiper, que sa femme et sa fille sont là-bas, à attendre tranquillement. Elles ne sont pas chez son beau-frère. Et les deux hommes, en courant cette fois, reviennent rue Bruyère. Ils frappent, alertent les voisins, essayent d'enfoncer la porte, de plus en plus persuadés qu'il se passe quelque chose, car là-haut, derrière les volets clos, la faible lueur jaune continue son étrange manège. Il est arrivé un malheur, dit M. Lancelin. Il faut prévenir la police. Au commissariat, on donne à M. Lancelin et à son gendre 2 agents et un brigadier pour les accompagner. Par un immeuble voisin, l'un des gardiens réussit à pénétrer dans la maison et à ouvrir la porte. On essaie d'allumer, mais le courant est coupé. Le brigadier prend la tête des opérations, muni d'une lampe de poche et d'un revolver. Il entame, prudemment, la montée de l'escalier. Retenant son souffle, M. Lancelin suit la progression du faisceau lumineux sur les marches, qui grincent.
À la 4e marche, apparaît un mince filet sombre. Quelque chose s'écoule du palier, lentement. Le brigadier franchit les dernières marches d'un bond et s'arrête, pétrifié. Du rez-de-chaussée, M. Lancelin crie « Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ne montez pas! Je vous en supplie, ne montez pas !» hurle le brigadier. Livide, figé sur la dernière marche de l'escalier, il tremble, en fixant une chose sur le tapis ensanglanté, une chose fascinante, répugnante, une chose si terrifiante, dans le petit rayon de lumière qu'elle dépasse l'imagination. Le spectacle, le plus horrible, qu'ait jamais vu un policier. Un œil, unique, gît, sur la dernière marche du palier. Les 2 agents se précipitent à leur tour, et c'est à la lueur des 3 torches que l'on découvre le reste. 2 cadavres, au visage écrasé, aux orbites creusées, 2 cadavres de femmes, presque nus, tailladés, hideux. Le voilà le crime sans précédent dans les annales policières, commis avec une barbarie que les experts seront incapables de comprendre et qu'ils qualifieront de raffinement propre aux non-civilisés. Tout en haut, une faible lumière barre le bas de la porte de la mansarde des domestiques. On frappe. Pas de réponse. Alors le brigadier donne l'ordre d'enfoncer le battant. Derrière la porte de la chambre des bonnes, les policiers découvrent Christine et Léa, recroquevillées contre le mur, les yeux hagards. Les 2 sœurs sont en chemise de nuit, dépeignées, on dirait 2 fantômes fous. Tout d'abord, la réaction du brigadier est de penser que les 2 filles se sont réfugiées dans leur chambre pour fuir le ou les agresseurs. Mais, à la première interrogation, Léa, blottie dans les bras de sa sœur aînée, répond froidement « C'est nous qui avons tué. Nous ne regrettons rien. » Cet étrange crime allait laisser perplexes tous ceux qui l'étudièrent dès le lendemain. Immédiatement après leur inculpation officielle, les 2 sœurs sont examinées par le médecin aliéniste qui dirige l'asile du Mans. Le juge d'instruction est en effet persuadé qu'il a affaire à 2 folles. Le docteur Schutzenberger déclare à la presse, le 6 février 1933, « 1 mois au moins d'examen multiple est nécessaire à l'étude de ce cas qui est difficile du fait que les 2 inculpées ne peuvent pas légalement être internées dans un asile. Elles doivent rester en prison. » Et il ajoute « Ce crime pose un problème délicat d'ordre pathologique dont la difficulté est accrue du fait qu'il s'agit de 2 sœurs vivant ensemble et qu'il convient de déterminer la part de responsabilité de l'une ou de l'autre dans l'accomplissement de l'acte criminel. » Autrement dit, et paradoxalement pour le médecin aliéniste, il s'agit de savoir laquelle est la plus folle des 2. Seulement, avant le procès qui les amènera aux assises, les 2 sœurs Papin ne furent examinées que 2 fois et fort succinctement par 3 experts qui, tous les 3, déposèrent sur le bureau du procureur de la République un rapport clair, net et précis. Au point de vue héréditaire, au point de vue physique, pathologique, nous n'avons trouvé chez ces 2 femmes aucune tare susceptible de diminuer leur responsabilité pénale. Elles ne sont ni folles, ni hystériques, ni épileptiques. Elles sont normales et pleinement responsables. Normales. Pendant 7 ans, oui. Pendant 7 ans de réflexion peut-être au service des Lancelin, Christine et Léa sont des domestiques sans problème. Elles mènent
Une existence morose, faite de travaux monotones, lever tôt, coucher tard, pour un salaire de 300 francs par mois, nourris et logés. Elles ne sortent jamais, terraient la plupart du temps dans leur mansarde, accumulant les payes, pour arriver d'ailleurs à la jolie somme de 25 000 francs d'économie le jour de leur arrestation. L'aînée surveille jalousement la cadette, pas un galant à l'horizon, plus de famille. Elles forment une sorte de couple, dont le mari serait Christine. Normal? Le jour du crime, elle semblait l'être. Léa repassait dans la lingerie, Christine triait les torchons. Tout à coup, le fer électrique fait une étincelle et les plombs sautent. C'est la deuxième fois cette semaine qu'un incident de ce genre se produit. Lorsque Madame Lancelin et sa fille rentrent vers 5 heures, il n'y a pas de lumière et le fer est hors d'usage. La patronne fait une remontrance en 7 ans. Ce n'est sûrement pas la première. Et c'est là, à 7 secondes, brutalement, comme un déclic, comme une vanne qui s'ouvre, une avalanche qui gronde, c'est là que Christine se met en colère. Elle saisit un pot d'étain, se précipite sur sa maîtresse et se met à cogner, à cogner, à cogner. Elle hurle à sa sœur d'en faire autant. Léa, armée d'un marteau, se jette sur Geneviève, la fille de Madame Lancelin, et se déchaîne à son tour. Christine hurle à sa sœur, arrache-lui les yeux. Et Léa arrache. Léa n'a que 21 ans, elle peut subir à un certain degré l'autorité de sa sœur, mais quel étrange pouvoir peut la faire obéir à ce moment-là? Comment peut-elle, même si Christine le lui ordonne, arracher de ses mains les yeux d'une femme qui ne lui a rien fait? Comment peut-elle devenir tout à coup ce monstre, inhumain, cette machine à tuer, inconsciente? L'inexplicable se produit. La flambée de folie soudaine qui a saisi Christine passe dans l'esprit de sa sœur comme un fluide maléfique. Les deux victimes sont déjà à moitié mortes, mais la colère des deux sœurs ne se calme plus. Elles vont chercher les couteaux et taillades sans relâche sur tout le corps. Un carnage qu'il ne serait pas supportable de décrire plus longtemps. Puis, elles vont se laver, se changer et se cacher dans leur chambre jusqu'à l'arrivée des policiers. Normal ? Lorsque la prison du Vert-Galant les sépare, Christine fait des crises d'hystérie pour qu'on lui rende sa sœur. Lorsque le juge d'instruction l'interroge, elle menace de lui arracher les yeux à lui aussi, puis à l'avocat, aux surveillantes. Lorsqu'on lui demande si elle avait des raisons quelconques d'en vouloir à ses patronnes, elle répond « non ». À propos des entailles du couteau que portent les corps de Madame et Mademoiselle Lancelin, Léa précise d'une voix au perché « je leur ai fait des enciselures ». Dans certains journaux, parus peu après le crime, la vie des sœurs Papin devient un roman d'un réalisme douteux. On y parle de la longue souffrance de l'enfance cloîtrée, de la jeunesse atrophiée dans la servitude continuelle. On attribue au crime un caractère nettement social, de drame de l'esclavage. Pour les revues populaires à 3,50 francs, les sœurs Papin sont au pouvoir des forces occultes et leurs deux visages se trouvent en médaillon sur les couvertures. Le 28 septembre, 9 mois après leur crime, elles comparaissent ensemble devant les assises de la Sarthe. Le maire de la ville est obligé de prendre un arrêté spécial pour endiguer d'avance le flot populaire et interdit l'accès des alentours du palais de justice dès que le public est installé. Impatiente, la foule des privilégiés qui se pressent dans la grande salle attend l'entrée des deux bonnes. La rumeur les décrit comme deux monstres sanguinaires et inhumains. Un murmure presque déçu accueille l'entrée de deux silhouettes pâlottes. Christine, l'aînée, est entortillée dans un long manteau gris, Léa, plus petite, tout en noir, toutes deux les cheveux tirés, les yeux mi-clos, le même visage un peu lourd, au teint cendré. On dirait deux paysannes résignées, passives, attendant l'embauche. Un chroniqueur de l'époque commentant le procès estime que le débat fut répugnant et les dépositions des témoins à l'occasion d'un macabre déballage de pièces à conviction. Lorsqu'on a lu, comme je l'ai fait, tout ce qui a pu être écrit sur les sœurs Papin, on se demande pourtant ce qu'elles font là, à la barre, tout au long de cette journée. À attendre que l'on veuille bien leur dire si elles sont folles ou non, si on va les enfermer dans une cellule de prison ou dans une cellule d'hôpital. Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce procès ne les concerne plus et que les hommes qui sont là en robe noire devraient plutôt être en blouse blanche. Mais le procureur affirme que les crises d'hystérie de Christine sont de la comédie et le rapport des médecins aliénistes ne provoque pas de surprise, sauf pour la défense.
Pour admettre la folie, il faudrait, dit un éminent psychiatre, admettre que les sœurs Papin sont devenues folles le même jour à la même seconde. Or, ceci est sans exemple. C'est un crime de colère, conclut-il, et non un crime de fou. Vainement, le dossier de la défense tente de prouver le contraire. Christine et Léa ont eu un père alcoolique qui avait abusé de sa fille aînée, une mère hystérique, un cousin mort à l'asile, un oncle neurasthénique qui s'est pendu. Pas de tare héréditaire, affirme l'expert. Christine avait pour sa sœur une affection morbide, qui exerçait sur elle un pouvoir certain. Elles sont parfaitement normales, rétorque à nouveau l'expert, au point de vue intellectuel, affectif et émotif. Normal. Nous y revoilà. Normal donc d'arracher les yeux de quelqu'un et de le larder de coups de couteau parce qu'un fer électrique ne marche pas. L'audience a duré toute la journée. C'est l'heure du dîner, et l'on demande une suspension. Après quoi les jurés, en leur âme et conscience, et en 40 minutes, rendent leur verdict. Christine, l'aînée, est condamnée à mort. Léa, la cadette, à 10 ans de travaux forcés. Mais il était rare à cette époque qu'une condamnation à mort pour une femme soit appliquée, et la peine infligée à Christine Papin fut commuée en 20 ans de travaux forcés. On dut l'interner pourtant. Et elle mourut en 1935, 2 ans après le crime, dans un asile de Rennes. Quant à Léa, libérée après 8 ans de prison, elle travailla quelque temps comme femme de chambre dans un hôtel de luxe. Il se peut qu'au détour d'un couloir de palace, certains d'entre vous aient croisé, sans le savoir, l'unique témoin survivant de cet affreux dossier de la police. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vâng.